Bordeaux, 1630. Palais de l'Ombrière. Siège du Parlement de la province, lieu souverain de la Cour de justice, qui est compétente pour toute affaire à caractère criminel. Comme n'allait pas manquer de le constater 3 hommes qui avaient été dûment dépêchés par un lieutenant de police agissant sur ordre. Vous me connaissez, je suis l'Angélie, je suis le juge du roi, je suis impitoyable. Je vous ai convoqués tous les 3. Je vous ai fait venir Dr Torty, je vous ai fait venir Monsieur Aguirre, gardien-chef de la prison de Bordeaux, je vous ai fait venir Monsieur Pressac, vous qui êtes au service d'un mousquetaire à la solde du roi. Je vous ai fait venir donc pour que vous me disiez tout sur Haute-Claire de Torquemada. Ne me dites pas que ce nom n'évoque rien pour vous. Je sais que vous avez connu cette femme. J'ai ici suffisamment de témoignages et de rapports pour l'envoyer 1000 fois à la potence, mais je ne suis pas procureur, je suis juge royal. Je pèse le pour et le contre. Je compare, je sonde avant d'accuser. Autrement dit, je cherche la vérité. Commençons par vous, docteur Torty. Mais c'est que Vous bégayez moins lorsqu'il s'agit d'établir une potion, docteur. Laissez-moi vous aider. Les faits remontent à 1624. À une époque où l'on se rendait souvent dans cette rue, qu'on appelait plus que comme celle de la Pointe au corps, car tel était le nom de cet établissement si particulier. Oui, en effet, il s'agissait de la seule salle d'armes de la ville, dont le nom trônait fièrement au-dessus de la porte d'entrée, et qui ouvrait sur un spectacle dont on ne se laissait jamais: le ballet des armes, la chorégraphie des lames, le cliquetis des épées. Non et non, monsieur Dubarry. Le langage des armes requiert non point de la force, mais une sensibilité d'artiste. Mais enfin, mademoiselle Haute-Claire, je ne comprends pas. Donnez-moi votre épée, monsieur, que je vous montre une nouvelle fois. Votre engagement en 4 doit être synonyme de froissement, qui, je vous le rappelle, est un coup donné de haut en bas. Ainsi, votre attaque dite composée vous permet de vous jouer de la défensive de l'adversaire, vous touchez à coup sûr. Reprenez donc cet exercice, monsieur Dubarry, et voyons si, vous aussi, mille enfin ce noble et imparable geste. Cette jeune femme était assurément d'une espèce rare. Sa beauté était un défi, sa voix était une force, son verbe était un verdict. À la sortie de la leçon, les supputations et rêveries allaient bon train chez les jeunes nobles qui en auraient volontiers fait leur maîtresse. Seulement, cette salle ressemblait à une forteresse, et sa propriétaire encore plus. Haute-Claire de Torquemada était inaccessible. Elle était le mystère absolu de cette ville. Je vous trouve bien lyrique, et je vous rappelle que même par contenance, cette femme va être jugée. Il me faut d'autres informations. Quand est-elle arrivée à Bordeaux? Dès son plus jeune âge, en compagnie de son père? Racontez-moi cela. C'était en l'an de grâce 1603, quand le bon roi Henri est venu pour la dernière fois à Bordeaux. Toute la cour était là. La liesse populaire était à la hauteur de cette visite tant attendue. Je me souviens très bien de ce jour, car je venais de m'établir en mon nom propre à la suite de mon père. J'ai acclamé moi aussi le cortège, tout comme j'acclamais le défilé du régiment d'infanterie de Pau, la ville natale du roi. 3 jours de fêtes et de célébrations avaient été décrétés. Au pilier de tutelle notamment avait lieu un grand tournoi d'escrime. J'ignore comment et pourquoi celui qui avait été chargé d'organiser cette toute était un Espagnol, qui n'était pas un ennemi de la France, au contraire, il était arrivé avec le régiment de Pau, auquel il semblait affilié. On disait de lui qu'il était le meilleur maître d'armes des Pyrénées. Il s'appelait Gilles de Torquemada, un nom farouche, presque féroce. Toujours est-il qu'elle n'était pas seule. Sa fille l'accompagnait. Elle regardait les assauts. Gilles de Torquemada, ce soldat sans patrie, avait le cœur fait de poudre. Venant pour la première fois à Bordeaux, il décida aussitôt qu'il n'en repartirait plus. Il avait trouvé son havre de paix. Ayant économisé de l'argent, il acheta une maison et ouvrit une salle d'armes.
la première du genre dans la cité. Ce fut un événement, et les élèves affluèrent trop heureux de pouvoir s'entraîner en vue d'un duel futur. Sa fille ne le quittait jamais. Elle ne parlait pas beaucoup, elle grandissait, elle s'appelait Claire. Se plaisait-elle à Bordeaux? Nous ne le saurons peut-être jamais. Toujours est-il qu'après les leçons, c'est la petite qui bénéficiait des conseils de son père. Elle en vint très vite à le seconder dans ses cours. Elle avait alors 15 ans, et en paraissait 10 de plus dans le corps, mais surtout dans l'esprit. Plus le vieux Gilles déclinait, plus Claire rayonnait. Elle était alors devenue à son tour maître d'armes. Elle était grande et belle, elle impressionnait tellement ceux qu'elle côtoyait qu'on ne l'appelait plus que comme la Haute Claire, d'où ce nom de Haute Claire, un nom qui semblait annoncer une destinée. Gilles de Torquemada mourut au printemps 1622. On l'enterra 2 jours plus tard. Le matin, on aperçut Haute Claire au cimetière sans que l'on sache ce qu'elle ressentait. L'après-midi, elle donnait une leçon plus étincelante que jamais. Et n'oubliez jamais, messieurs, que l'escrime est le sport de l'esprit. L'escrimeur a son style, comme l'écrivain, et on a bien raison de dire une phrase d'épée. L'épée qui est l'expression d'un style direct, qui va à son affaire, sans fioriture, mais non sans complexité intérieure. Je vous rappelle qu'il y a 8 sortes d'engagements qui sont fournis par les lignes hautes ou basses. Oh là, messieurs, je m'en voudrais de troubler vos conciliabules, à moins que vous n'ayez quelque chose à me dire, mais je doute que vous ayez assez d'arguments pour m'y intéresser. Mademoiselle Haute-Claire avait donc annoncé qu'elle continuait les leçons de son père. Et loin d'avoir moins d'élèves par le fait de cette mort, elle en eut davantage. Les hommes sont tous les mêmes. L'étrangeté leur déplaît, d'homme à homme, et les blesse. Mais si l'étrangeté porte des jupes, ils en raffolent. Comment vous portez-vous, ma chère? Toujours bien quand vous me faites l'honneur d'une visite, monsieur. Encore quelques mois, et nous serons mariés. Oui, et sachez que je compte les jours qui me rapprochent de cet instant béni. Moi aussi, ma chère, moi aussi. Il se fait un peu tard, je vais devoir vous laisser. Vous ai-je dit que je m'étais remis à l'escrime et que je prenais des leçons à Bordeaux? Non, mon ami, mais vous faites bien. Il me faut parler ici du comte de Savigny, qui allait en effet épouser mademoiselle Delphine de Cantor, de grands noms des alentours de Bordeaux, qui avaient trouvé en cette union le terrain d'entente idéal quant à leurs intérêts. Le mariage, arrêté par les parents des 2 familles, il y avait des années, était trop avancé pour ne pas se conclure. C'était un garçon qui ne manquait pas de profondeur, ce Savigny. D'abord, personne ne le remarqua dans ce nid bavard d'une ville où l'on épinglait les plus petites choses du bout de la langue, mais où l'amour de l'escrime, car ce dernier était bien réel, expliquait beaucoup de choses. Le château des futurs époux n'était qu'à quelques lieues de Bordeaux. Il passait chez sa fiancée, en coupe, réglée, toutes les journées, mais en fin d'après-midi, il s'en allait très régulièrement prendre sa leçon. Monsieur le comte, pile à l'heure. Cela ne fait que quelques jours que je viens vous voir, mademoiselle, mais je ne pense qu'à vous et à cette leçon si bien donnée. Savoir parler est bien, savoir se battre est mieux. Personne n'est à l'abri d'un duel de nos jours, et ce malgré les édits royaux qui veulent en bafouer l'existence. N'est-ce pas l'apanage de tout gentilhomme que de vouloir affirmer sa vaillance? Tenez, sa vaillance ou sa puissance, êtes-vous prête? Toujours, monsieur le comte, en garde, et voyons vos progrès. Je demande grâce. Je m'incline respectueusement devant vous, mademoiselle. On ne peut pas vous toucher. Serait-ce une augure? Une des règles que m'a apprise mon père est qu'il y a toujours une riposte à une parade. Quel que soit le langage utilisé, celui des armes ou des sentiments. Comme prévu, au mois de mai 1625, le comte de Savigny épousa en grande pompe mademoiselle de Cantor. Comme tout le monde, Haute-Claire entendit proclamer le sacrement du mariage, mais ni son attitude ni sa physionomie ne révélèrent qu'elle prit à ses déclarations publiques un intérêt quelconque.
Les observateurs n'étaient pas nés encore sur cette question, qui sommeillait d'une liaison possible entre Savigny et la belle Haute-Claire. Il faut dire que jamais la réputation de cette véritable Amazone ne fut effleurée. Les femmes comme il faut reconnaissaient qu'elle était une honnête fille. C'était aussi, à la différence de Savigny, une jeune fille plutôt pauvre, sans autre ressource que son épée. Rien ne pouvait faire prévoir la chose étonnante qui, dans l'atmosphère d'une ville tranquille et routinière, fit l'effet d'un coup de canon et cassa les vitres. Ce fut d'abord un silence, mais un silence qui ne dura pas longtemps. Mademoiselle Haute-Claire avait fait ce qu'on peut appeler un trou dans le vent. Le vent souffla, mais ne la rendit pas. Haute-Claire de Torquemada avait disparu. Elle avait disparu sans dire un mot ou laisser un mot à personne. Elle avait disparu de la plus radicale manière. Du coup, les langues se mirent à écumer et à bavarder sur cette disparition inattendue, subite, incroyable, que rien n'expliquait. S'était-elle enfuie telle une aventurière pour fuir une vie et un avenir qu'elle estimait médiocre? Était-elle déjà en route pour un nouveau continent qui aurait été plus accueillant, plus intéressant, plus sauvage? Ou pire, était-elle partie au bras d'un homme qui aurait réussi, là, l'incroyable exploit de la séduire? Ce furent en effet les jeunes gens qui lui gardèrent le plus rancune et s'acharnèrent le plus contre elle, parce qu'elle n'avait disparu avec aucun d'eux. Tous, ils ne pouvaient s'empêcher de penser à cette fille qu'ils avaient admirée et qui, en disparaissant, avait mis en deuil cette ville d'épée, dont elle était la grande artiste, la diva spéciale, le rayon. Elle les avait laissés comme orphelins, perdus dans l'obscurité d'une nuit sans fin. Pourtant, il fallait bien poursuivre la pratique des armes. Comment faire sinon en cas de duel? Devait-on se résoudre à mourir de façon certaine, faute d'apprentissage, faute surtout de professeurs? Quant à Savigny, il venait de moins en moins à Bordeaux. Et si je l'y rencontrais quelquefois, ce fut dans la famille de sa femme, dont j'étais le médecin. Vous avez décidément le souci du détail et des précisions. Pourriez-vous en venir au fait, docteur Torty? J'y viens, monsieur, j'y viens. Alors, faites, je vous prie, épargnez-nous vos digressions. Savigny avait donc enlevé cette créature. C'est un peu plus compliqué que cela, en fait. À l'époque, je n'avais nulle raison de soupçonner qu'il pût y avoir quelque chose entre le comte et Haute-Claire. Aussi, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant la vérité. Je profitais alors d'un petit moment de détente. Allez, docteur, vous reprendrez bien un verre. À la vôtre, aubergiste. Oh là, quand vous y allez, je n'aimerais pas être soigné par vous en ce moment, dites donc. Pensez-vous, au contraire, je n'ai jamais été aussi lucide que maintenant. Et tout cela grâce à cette véritable potion magique, mère de tous les meilleurs remèdes. Docteur Torty, pardonnez-moi, le comte de Savigny m'envoie vous chercher d'urgence. La comtesse est malade. 1 heure plus tard, nous étions devant le château du comte. Je vais m'occuper de votre cheval. Ah, cher ami. Merci d'être venu si vite du fond du cœur. Que se passe-t-il, monsieur le comte? La comtesse est alitée depuis 2 jours. Elle ressent de fortes migraines et est victime de nausées. Allons, il s'agit peut-être d'un heureux événement dont c'est le signe annonciateur. Si seulement vous disiez vrai, mais je suis sûr, hélas, que ce n'est pas le cas. Je crains que le mal ne soit plus profond. Vous voici enfin. Mes hommages, madame la comtesse. Je souffre le martyre, mon bon ami. Mon ventre me brûle et ma tête résonne de 1000 carillons en même temps. Avez-vous de la fièvre? Je ne sais pas, je ne sais plus. Avez-vous pris la potion que je vous avais prescrite? Je vous avoue que son goût me révulse, mais vous avez raison, il me faut me forcer. Clara, ma potion, voulez-vous? La voici, madame. Comme surgit de nulle part, c'était elle, Haute-Claire de Torquemada, devenue Clara, la femme de chambre et la comtesse de Savigny. La surprise était totale, mais la situation recommandait de ne rien montrer. Le déguisement si tant et qu'une femme pareille puis se déguiser était complet. J'eus alors l'envie de lui montrer que je la reconnaissais et je la fixai du regard. Mais ses yeux furent plus fermes que ceux de la panthère. Elle ne sourcilla pas. Le comte savait que je savais, et je sentais son regard fortement attaché sur moi. C'est bien, emportez cela.
et elle s'en retourna avec cette allure que j'aurais reconnue entre mille. Je vais vous examiner un peu. Vous êtes effectivement bien faible, madame la comtesse, mais je ne vois rien qui puisse vous alarmer. La potion est une nuit paisible sans pour l'instant les meilleurs remèdes à vous prodiguer. Et je vous raccompagne? Au revoir, madame la comtesse. Je reviendrai vous voir après-demain et tous les jours, s'il le faut. La situation piquait tellement ma curiosité que j'étais prêt à tout pour l'étudier de plus près, quitte à gêner le comte. Merci pour ce déplacement tardif, docteur. Voulez-vous qu'un de mes hommes vous accompagne dans cette obscurité? Au contraire, tout me semble assez clair. Dans ce cas, le comte avait compris qu'au-delà de l'intérêt du médecin qui ne se souciait pas de perdre un client comme lui, il y avait l'intérêt de l'observateur qui ne voulait pas qu'on lui ferme la porte d'une maison où il y avait à l'insu de toute la terre de pareilles choses à observer. Il est des patients que l'imprudence allume et qui, sans le danger qu'elle provoque, n'existeraient pas. Savigny, en s'y exposant, trouvait peut-être la seule anxieuse volupté qui enivre vraiment les âmes fortes. Dans ces murs plus froids en dedans qu'au dehors, rôdait l'esprit d'une passion morbide qui était plus que de l'adultère. La comtesse me faisait l'effet d'un être mis au monde et créé pour être victime, broyé sous les pieds de cette fière Hauteclair qui s'était courbée devant elle jusqu'au rôle de servante. Ne bougez plus. Bien, je vois. Vous me semblez aller mieux, madame la comtesse. À vrai dire, c'était l'inverse, mais pouvais-je le lui dire? Je n'en ai pas l'impression, docteur. Je suis si lasse, si seule. Comme promis, je venais la voir régulièrement, souvent, tous les jours. Qui tient le corps, tient le cœur. Allons donc, et votre mari? Et votre femme de chambre? Cette charmante personne vous est dévouée. Clara, oui, elle a le service charmant, mais elle abuserait comme les autres de l'affection que l'on aurait pour elle. Je me garde bien de m'y attacher. En tout cas, elle est réellement trop belle pour une femme de chambre. Un de ces jours, on vous l'enlèvera. Elle est capable de faire perdre la tête à un duc. Vous croyez? Je jouais inutilement avec le feu. La comtesse était absolument abusée. Le crime était donc en marche. Absolument, mais comment dire, il manquait une sorte de parure à ce geste fatal, une ornementation symbolique. Je dus attendre quelque temps encore avant de m'en apercevoir. Ce devait être 2 mois après la révélation du double jeu d'Hauteclair. Je me rendais vers le château des Savigny. L'heure était assez avancée. J'avais été retardé par un accouchement. Je pensais à Savigny abritant sa maîtresse sous son toit. Quelle audace! Je m'imaginais qu'il devait y avoir de fameuses jouissances dans ce concubinage caché. Quand soudain... Mon Dieu! Je ne sais combien de temps je suis resté ainsi. Je ne savais plus l'heure qu'il était, mais la lune avait commencé de descendre de l'autre côté de sa courbe dans le ciel. Tout à coup, dans l'épaisseur de ce bois noir, où je ne voyais goutte de lumière, ni n'entendais goutte de bruit, voilà qu'il m'en arriva un à l'oreille. Je le pris pour celui d'un battoir, le battoir d'une sorcière occupée à laver le linge des damnés. Bientôt, un autre bruit se mêla puis dépassa le premier, un bruit bien plus caractéristique, un cliquetis. Un cliquetis d'épées qui se croisent, se frottent, s'agacent, se cherchent, se trouvent. Tiens, me dis-je, voilà donc leur manière de faire l'amour. Je savais que j'allais assister à un rite. Chez Hauteclair, c'était surtout l'animal qui était superbe. Savigny passa son bras autour de cette taille d'Amazone, qui semblait faite pour toutes les résistances et qui n'en fit pas. Le diable apprend aux femmes ce qu'elles sont, ou plutôt, elle l'apprenait au diable, et s'il pouvait l'ignorer. J'avais déjà remarqué que les êtres heureux sont graves, comme ils portent en eux attentivement leur cœur, comme un verre plein, que le moindre mouvement peut faire déborder ou briser. Ces 2 fières créatures avaient depuis longtemps reconnu qu'elles étaient de la même espèce. Leur union ressemblait à un duel. En m'éloignant, je pensais à la comtesse de Savigny, mourante dans son lit, et je me demandais soudain si cette agonie et cette démonstration d'amour et de vie à laquelle je venais d'assister n'étaient pas liées.
Je venais de comprendre qu'un tel épanouissement entre Haute-Claire et Savigny n'existait que par sa face cachée, sans ombre, point de soleil. Dès lors, l'issue était écrite. Pour qu'il y ait bonheur, il devait y avoir danger et sans doute pire. Ah, Seigneur Jésus, ne résistez pas, Madame la Comtesse, comme j'ai mal. Clara, allez jeter ceci, voulez-vous? Elle jouait toujours son rôle d'esclave à la perfection. Ah, docteur, vous voici enfin. Laissez-nous Clara. Mon Dieu, cette odeur. Docteur Torti, comment se fait-il que ma femme ne guérisse pas? Vous êtes pourtant un médecin réputé et compétent, n'est-ce pas? Alors, quel est ce mystère? Expliquez-vous. Mais si je guérissais ta femme, pensais-je, tu ne ferais pas des armes et l'amour toute la nuit avec ta maîtresse. Je vous ordonne de me répondre. Pourquoi l'état de la comtesse ne s'améliore-t-il pas? Vous ne dites rien? Auriez-vous quelque chose à cacher, docteur Torti? Ou alors c'est ce que vraiment vous savez pas? Là, il allait trop fort. Il me provoquait et j'étais à deux doigts de lui crier une autre vérité en face, une vérité qui n'aurait certes pas soigné la comtesse, mais qui m'aurait soulagé. Assez. Comme elle est seule 2 minutes avec le docteur, je le veux. Votre dispute m'achève, je suis morte. Ce n'est pas le médecin qu'il fallait envoyer chercher, c'est le prêtre. Donnez des ordres pour qu'il vienne, mon ami. Mais ne préférez-vous pas que je reste en votre compagnie? Non, il est peut-être trop tard, j'ai un message à adresser au docteur Torti. Vous savez bien que je ne peux rien vous refuser, mais je serais curieux d'apprendre ce que vous auriez à dire que je ne saurais savoir. Vous savez déjà, mon ami, que les femmes ont surtout des pudeurs pour ceux qu'elles aiment. Quand vous voudrez. Je le hais. Une semaine plus tard, la comtesse était donc morte et bientôt enterrée. Tout Bordeaux se pressait derrière cette noble figure, morte d'épuisement et de maladie, disait-on, sans trop savoir ce que cela recouvrait. De constitution faible, la comtesse n'avait pas survécu à un hiver rigoureux, la pauvre. Quelle ironie, car je savais, moi. Je savais ce qu'elle m'avait dit. Je le hais, docteur. Ce n'est pas un accident que ma mort. C'est un crime. Le comte aime Clara, et ils m'ont empoisonné. Je ne vous ai pas cru quand vous m'avez dit que cette fille était trop belle pour une femme de chambre. J'ai eu tort. Il aime cette scélérate, cette exécrable fille qui m'a tué. En êtes-vous sûr? Tout à fait. Il m'a empoisonné avec je ne sais quoi, mais je sens encore ce goût horrible dans mes potions. Mais j'ai tout bu, j'ai tout pris. Je ne veux pas de contrepoison, je ne veux d'aucun de vos remèdes. Je veux mourir. Je peux encore vous sauver, il faut essayer. Non, je veux vous dire ceci. Il m'a empoisonné, mais donnez-moi votre parole d'honneur de le cacher. Comment, mais que dites-vous là? Je ne comprends pas. Je ne veux pas, quand je serai morte, que le comte de Savigny passe pour l'assassin de sa femme. Oh, s'il ne s'agissait que de lui, il est digne de tous les échafauds, et je lui mangerai le cœur. Mais il s'agit de nous, il s'agit des gens importants de ce pays. Oubliez votre noblesse, pensez à vous. Mon ami, j'aime mieux les laisser dans les bras l'un de l'autre, heureux et délivrés de moi. Je préfère mourir enragé comme je meurs, plutôt que de penser que la noblesse de Bordeaux aurait l'ignominie de compter un empoisonneur dans ses rangs. Et je ne veux pas que cette tache reste sur ce nom de Savigny que j'ai porté. C'était bien la fille noble qui avait parlé, la fille noble plus forte en mourant que la femme jalouse. Je fis en tout cas ce qu'elle m'avait demandé, je ne la sauvai pas. Elle s'éteignit 3 jours plus tard dans d'horribles douleurs. J'étais le témoin d'un crime avéré et pourtant secret. Je me suis longtemps demandé si je ne pouvais pas être considéré comme complice. Mais je décidai de respecter la volonté de la comtesse. Je ne dis rien, jusqu'à aujourd'hui. Je vous sais gré de reconnaître ma volonté de ne pas laisser impuni un assassinat. Maintenant, la question est où se trouve ce couple démoniaque? Où se cache-t-il, ces amants maudits? Répondez, docteur Torti. Mais je n'en sais rien. Ils ont disparu du pays et je ne les ai jamais revus depuis. Tout ce que je sais, c'est que le comte respecta en public son deuil, mais que bien sûr, le concubinage continuait avec sa belle diablesse.
Chez Haute-Claire, l'air heureux de la plus triomphante et despotique maîtresse avait remplacé l'impassibilité de l'esclave. Elle semblait dire « Je suis Haute-Claire, heureuse d'avoir été servante pour lui, Haute-Claire, fière d'avoir gagné le duel. » Et si l'on avait percé l'intimité de ces deux êtres, on aurait vu que cette boue d'un crime lâche, qui n'avait pas eu le courage d'être sanglant, n'apparaîtrait jamais sur l'azur de leur bonheur. Chez eux, il n'y avait ni remords, ni lassitude, ni souffrance. L'amour prenait tout, emplissait tout, bouchait tout en eux, le sens moral et la conscience. Ils s'étaient attendus sans le savoir toute leur jeunesse, et ils s'étaient trouvés. Quand le bonheur est continu, c'est déjà une surprise. Mais ce bonheur dans le crime, c'est une stupéfaction. Je n'ai plus revu Haute-Claire de Torquemada, devenue peut-être comtesse de Savigny. Peut-être hante-t-elle encore quelques clairières à la recherche d'une autre victime à châtier, d'un autre homme à dominer, d'un autre combat à livrer. Qui sait d'ailleurs si elle sera maudite ou célébrée pour ce crime dont elle a peut-être perdu le souvenir dans l'abîme sans fond de son cœur.